Oh. Bonjour Muriel. Bonjour Didier. Alors, nous animons régulièrement des oasis, des formations écosystèmes, mais Oui, peut-être que les gens ont besoin de connaître quand même qui tu es, quel est ton parcours, parce que tu es toute une personnalité avec un talent que je reconnais quand même très très fort, c'est cette capacité à créer du lien et à mettre en contact des gens soit pour des raisons purement sympathiques, soit pour des raisons très business. Et ça fonctionne. Donc, c'est un vrai talent que tu as là. Alors, parle-nous un peu de toi, qu'on comprenne ce talent. gentil. Écoute, alors c'est vrai qu'à l'âge de 5 ans, je me souviens qu'au sortir de l'église, il y avait un homme d'affaires qui s'appelle Guy, que je salue au passage, Guy Tapernou. Euh, c'est le premier souvenir que j'ai vraiment conscient. Et je lui ai dit, écoute, viens Guy, viens manger le couscous à la maison chez maman. Enfin, chez maman et papa à la maison. On était en Belgique à l'époque et il a dit oui. Tu vois, et donc je me souviens très bien de, voilà, j'aimais déjà inviter les gens. Alors à l'époque, c'est pas moi qui cuisinais, c'est maman avec ses fameux petits plats de franco-belge suisse. Mais donc je pense que ça remonte à ça en fait, ça remonte à cette époque où j'aimais qu'on se rassemble, j'aimais qu'on partage un moment de convivialité et autour d'une bonne table si possible, parce que ça, c'est quand même quelque chose historiquement que mes parents ils nous ont enseigné, ils nous ont donné cette culture, les deux, en étant finalement très différents mais complémentaires. Je pense même que papa et maman, s'ils avaient pu, ils auraient ouvert un restaurant. Donc, c'est un héritage. Alors, c'est un héritage. Et puis après, il y a aussi dans ma mission, enfin, dans une de mes vocations déjà de base, le fait d'avoir été, d'être née en Corée du Sud, abandonnée à 2 jours par ma mère biologique, adoptée ensuite par mon père qui est suisse, maman franco-belge, comme je le disais, et d'avoir vécu dans différents pays, il y a cet ADN de la multiculturalité et donc des ponts qui se font au sein même de cet aspect très ouvert au monde. Et puis aujourd'hui, avec mon mari, on voyage énormément, surtout en Asie du Sud-Est. Et on aime en fait ce contact, ces cultures différentes qui nous ouvrent l'esprit, qui nous ouvrent le cœur. Et je crois que dans mon boulot, du coup, j'ai envie de transposer ça, d'autant plus que quand j'étais célibataire, je suis restée célibataire longtemps, hein, jusqu'à l'âge de 35 ans, ici en Suisse. J'habitais à l'époque dans un petit studio avec une très belle vue sur le lac, on aurait dit la vue à Nice, dans le sud de la France, etc. Et j'aimais bien inviter mes voisins, j'aimais bien inviter mes amis et je leur disais, ben, venez manger à la maison et amener quelqu'un que vous recommandez de confiance, donc, et on va faire un spaghetti bolognaise, ou alors je leur disais, bon, vous pouvez faire aussi un truc canadien, donc chacun amène quelque chose. Et en fait, j'ai transposé ça dans mon travail. Donc, et tu as réalisé de beaux écosystèmes ou de belles rencontres depuis Alors, plusieurs années. oui, alors surtout dans le cadre d'Abyssa Informatique avec René Fell, qui est un peu comme un parrain et un mentor pour moi, qui aime aussi finalement les bonnes tablées. Et on a organisé 400 mises en relation, alors pas toujours autour d'une bonne table, hein, des fois c'était un apéro, des fois c'était un petit café. 400 mises en relation, conférences et événements. À l'époque, c'était beaucoup au Mirabeau, tu as bien connu cette époque. Oui. Il y a toujours effectivement des rendez-vous qui se passent là-bas. Après, j'ai aussi étendu le champ au beau rivage parce que je trouve que c'est aussi sympa des fois d'équilibrer entre le Mirabeau et le beau rivage pour des environnements qui sont différents. À l'époque, au Mirabeau, je pouvais enchaîner la suite des conférences et aller dans les salons privatisés pour continuer avec des mises en relation plus privatisées ou simplement des rendez-vous en bilatéral. Et il se fait qu'ensuite, ils ont fermé en fait les salons. Donc, c'est pour ça que j'ai immigré un peu plus bas vers le bord du lac. Et puis maintenant, ben, on organise ces rencontres, toi et moi, numériques. Hein. Finalement, c'est la même chose, mais sans la bonne table. Sinon, il faut chacun qu'on mange de notre côté, confiné chez nous. Absolument. Alors, dans toute cette activité que tu as, où on sent une certaine passion, qu'est-ce qui
te génère de l'enthousiasme? Alors, c'est exactement comme quand j'étais dans mon studio. Moi, j'aimais vraiment réunir les gens. Et après, quand j'entendais derrière que tout le monde conversait, que il y avait de la valeur qui était créée parce que les gens aimaient partager, échanger. J'allais dans la cuisine, ma petite cuisine de l'époque. Je commençais déjà un peu à ranger ce que je pouvais ranger, jeter à la poubelle ce que je pouvais jeter à la poubelle. Et j'étais heureuse. Je me disais, ah, c'est bon, tout le monde est calé, il y a une bonne atmosphère, il y a une bonne ambiance. Donc, je suis heureuse. Donc, moi, ce qui me rend heureuse, c'est quand les autres sont heureux. C'est-à-dire que je me… Alors, c'est un peu égoïste parce que comme j'ai accompagné aussi beaucoup de gens du point de vue privé professionnel, je vois à quel point le fait que quelqu'un ou plusieurs personnes soient mal dans leur peau, angoissées, dans la confusion, tristes, en colère, crispe en fait le système global d'une société, d'une famille, d'un réseau d'amis, enfin, ou justement dans une communauté, une association, enfin, peu importe. Et du coup, quand les gens sont heureux, je me dis toujours, ah ben c'est bien, euh, ça va amener une fluidité entre les gens. Et en fait, une personne heureuse, ça peut être contagieux, dans le bon sens du terme. Pas Tout dans à le fait, ouais. virus, en l'occurrence, mais là, dans le bon sens du terme. Et du coup, je me sens soulagée. Et ça, c'est mon ancien fonctionnement aussi, parce que là, depuis, j'ai quand même pris un peu de distance avec… j'accompagne toujours des gens, mais je pense que je fais plus de choix aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas non plus sauver la Terre entière. Donc, je Absolument. pense que je peux être utile là où je suis, dans les engagements que j'ai. Et si ça, et comme tu disais, je crois que c'est toi qui disais ça l'autre jour, on a des pommes, on a des poires. Si maintenant quelqu'un veut absolument un ananas et qu'on n'a pas d'ananas à offrir, ma foi, il y en a d'autres qui auront probablement un ananas à offrir, tu vois. Donc voilà, mais du coup, je me dis, bah, c'est aussi peut-être quelqu'un en moins à accompagner et quelqu'un qui est juste heureux ou heureuse dans son travail, dans sa vie personnelle. Et donc, j'ai la sensation, en réunissant les gens, de créer une valeur de donner l'impulse, puis après, les gens, ils sont assez grands pour poursuivre ou pas, parce qu'il y a aussi des fois d'autres enjeux, c'est que les personnes ont besoin d'être accompagnées plus longuement. Et je pense que dans la crise qu'on vit actuelle, il y a aussi cet aspect-là des choses. Mais comme je viens de le dire, on ne peut pas non plus tout faire pour tout le monde. Oui, et puis il faut que les gens soient demandeurs, on le sait bien aussi. Ah oui, alors les gens demandeurs, disons, j'en connais, enfin toi aussi, je pense. Non, ça va, c'est pas, j'ai pas tellement de problèmes de demande. Les demandes depuis aussi là depuis très tôt. Je pense par exemple à mon papa Étienne que j'aime, enfin qui est plus là maintenant, enfin il repose en paix, mais j'avais déjà à l'époque avec lui beaucoup de partage. Je pense que bah, il avait des fois besoin de retour par rapport à des choix qu'il faisait. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui était bien plus âgé que moi, papa. Hein, il avait quand même quand il nous a eu, il avait déjà 40 ans ou 41 ans, maman 10 ans de moins que lui. Mais c'est vrai qu'il me faisait confiance et on discutait de beaucoup de choses, du point de vue professionnel, du point de vue privé. Et ensuite de quoi, j'ai mon frère aussi avec qui j'avais beaucoup d'échanges, maman pour d'autres raisons. Ça, c'était au niveau familial. Puis après, j'ai eu des amis qui se sont confiés aussi assez facilement. Et en fait, dans le travail, c'était à peu près pareil. Et comme j'ai travaillé aussi dans le social, j'ai beaucoup appris sur le terrain. Donc finalement, j'ai créé ma propre méthodologie d'accompagnement. Et moi-même, j'ai eu besoin par moments d'intravision, de supervision, quand je bossais dans le social notamment. Et j'ai fait tout un travail et suivi des formations. Donc, d'avoir le côté en fait où soi-même on est mentoré, on est coaché, on est supervisé pédagogiquement et en même temps soi-même pouvoir quand même mentorer d'autres qui te le demandent, professionnellement et ou personnellement, on apprend énormément. On apprend énormément. Donc aujourd'hui, j'ai moins le besoin, je pense, d'accompagner de façon, je parle du point de vue socio-professionnel, hein. Je le fais avec plaisir, mais je vois une telle demande aussi avec ce qui se passe que je crois que les ateliers qu'on fait toi et moi collectifs sont très intéressants parce que du coup on peut délivrer un message à plus de monde en fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'avantage d'Internet, Voilà, pouvoir réunir des gens un peu de partout sur la planète, comme on l'a vu, voilà, pour pouvoir d'abord échanger, je crois que c'est important,
Et tu aimes aussi échanger avec les autres. Profondément au fond de toi, si je reprends un peu les grands principes de la symbiocratie, Oui. ton ambition altruiste, là, qu'est-ce que tu veux construire? C'est quoi le résultat que tu aimerais obtenir? Alors, c'est vrai que j'ai reçu une vision, enfin une image fin 2014, là qui était plus en lien, je dirais, avec les communautés chrétiennes, que j'ai d'ailleurs, j'ai pas mal écrit à ce sujet et ça fera l'objet probablement d'un essai plus tard, que j'ai communiqué à beaucoup de mes amis dans la foi chrétienne et qui est vraiment en lien avec la réappropriation du rôle des uns et des autres et qui est moins, comment dire, qui est moins pyramidal que ce que je vois dans plusieurs communautés et églises institutionnelles à l'heure actuelle, quelle que soit la dénomination. En parallèle de quoi, j'avais commencé dans le séculier à travailler justement cette notion d'écosystème et de communauté, et là aussi qui se trouve entre le côté hiérarchique pur, le côté réseau et le côté justement des communautés qui sont en devenir et surtout à l'heure actuelle et qui sont en lien avec ta méthodologie, notamment la symbiocratie. Parce qu'il y avait un vrai besoin dans le monde professionnel également d'une réappropriation de chacun, c'est-à-dire qui est-ce que je suis, pourquoi je suis ici, est-ce que j'ai du sens dans le travail, comment je donne du sens à ce travail que j'occupe, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie peut-être d'aller vers d'autres projets qui sont plus indépendants. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me parlaient de ça justement. Donc en fait, toutes ces questions qui venaient, j'essayais de trouver des réponses pour accompagner au mieux les gens. Et c'est pour ça que cette méthodologie sur les écosystèmes, la gouvernance par écosystème, tout est venu assez organiquement. C'est-à-dire, c'est pas qu'on m'a dit un jour, Muriel, il faut que tu construises cette méthodologie. C'est juste que je voulais répondre à des besoins qui étaient là. Donc, mon ambition altruiste, elle est, elle est vraiment ma joie, si tu veux, c'est quand je vois que les gens ensemble arrivent à co-construire quelque chose qui fait du sens, mais pas que pour une poignée de gens, que chacun trouve sa place comme dans un puzzle. Et ma plus grande joie, quand je me rappelle les moments, et j'en ai encore vécu récemment dans des mises en relation, mais peut-être on était un peu moins nombreux, c'est quand je vois que les gens sont contents en fait. Ils sont contents d'échanger, de partager. Après, ils viennent me dire: ah, mais tu sais, j'avais rencontré, je dis quoi, Martine, n'importe quoi. Là, Xavier a rencontré Martine, ils se sont lancés dans telle société. Le fait qu'ils aient participé à une formation ou à un atelier, à une rencontre dans le cadre de l'écosystème, bah, ils ont vu émerger la complémentarité de leurs compétences. Dans le côté intergénérationnel, beaucoup de joie aussi à avoir des jeunes qui venaient, qui disaient: ah, mais Muriel, on a envie de s'engager dans tel projet parce que ça nous parle, alors qu'on n'est pas de la même génération que toi, mais ça nous porte. Ça, c'est ma plus grande joie. C'est quand je vois les gens, en fait, ceux aussi qui sont malheureux ou confus, et il y a une étincelle d'espérance, d'espoir. C'est pas tout, tout n'est pas fait, tout n'est pas, mais au moins de susciter cet espoir, tu vois, que ça peut être différent et que ils sont pas tout seuls, parce que souvent les gens que j'ai accompagnés, ils étaient dans des situations soit de séparation, soit ils avaient quitté un boulot, soit ils étaient en situation de mobbing, ou des fois c'était des situations même graves, hein. Il y a eu des histoires d'accompagnement dans le socio-professionnel, je sais pas, de viol collectif, de violence, c'était des trucs assez lourds. Et en fait, quand tu réfléchis que ça n'est pas que des personnes qui sont issues d'un certain milieu, parce que c'est rigolo de voir des fois les gens qui disent: ah oui, mais moi ça ne va pas m'arriver, ça arrive que dans tel milieu, ça arrive que dans telle culture, ça arrive qu'à tel âge, ça arrive qu'aux hommes, mais c'est faux. Oui, absolument. La vie n'est pas une logique. Non, et surtout, le malheur comme le bonheur, on le voit bien là avec la pandémie, peut toucher n'importe qui. Absolument. Et en fait, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions qui font du sens? Mais n'allons pas réinventer des fois la roue. Ça existe déjà et il suffit de l'adapter, ces solutions, ou d'en faire une méthode qui, est, qui va s'adapter aussi, itérer, c'est-à-dire évoluer en fonction du contexte, en fonction de la personne. Alors, c'est tout cet équilibre à trouver. Dans l'ambition altruiste que j'ai de fédérer les gens, c'est aussi
euh, de se dire, il y a une partie personnalisée, il y a une partie collective. Il y a une partie offline, il y a une partie online. Là, on est plus en train de faire l'online de facto, par ce qui se passe. Il y a une partie jeune, une partie moins jeune. Il y a une partie locale et nationale, une partie internationale. Et souvent, les gens, quand je dis ça, ils disent, mais non, mais c'est pas possible. Ben si, je pense que si on pense que ça n'est pas possible et que notre cerveau se dit que ce n'est pas possible, ben forcément, déjà, on va rien faire. Hein. Enfin, je veux dire, on ne va pas sortir du cadre, tu vois, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, et puis à ceux qui me disent, oui, mais bon, moi j'ai mes factures à payer, il faut que je gagne ma vie. Oui, bien sûr, mais on peut faire les choses en parallèle des fois. Peut-être on peut travailler pendant la journée et réserver 1 heure de temps chaque jour pour un projet qui nous tient à cœur et qui nous rend heureux. Si je synthétise un peu ce que tu viens de me dire, c'est que tu es une créatrice de valeurs humaines. Alors, créatrice pas, parce que je pense que chacun a des valeurs et puis qu'après, bon, on n'a pas à juger, mais tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui impulse ou qui suscite. Déclenche, déclen- Tu es un déclencheur. Je pense que j'aime l'idée, oui, dans le fait enfin, si tu veux, dans tous les contacts que j'ai, alors je ne dis pas que je présente tout le monde à tout le monde, mais moi, j'estime que j'ai beaucoup de, comment dire, j'ai la grâce d'avoir reçu beaucoup de grâce. C'est-à-dire que je sais pas, la joie de vivre pour moi, c'est quasi inné. Ça, Donc, ça transpire, c'est clair. voilà. Donc, après, ça peut être vécu comme quelque chose d'assez envahissant pour certaines personnes, c'est vrai, parce que j'ai aussi vécu des périodes plus difficiles. Et cette joie, ça j'aimerais le préciser, elle est à la fois innée. Quand j'étais petite, j'étais déjà assez joyeuse, mais il y a eu plein d'épreuves qui ont creusé plus de place pour que cette joie soit là. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le choix de tomber, comme je peux le comprendre, hein, dans une forme d'amertume quand on est trahi, quand on est déçu, quand on est triste parce on a perdu quelqu'un de cher, ou peu importe les types d'épreuves, on a 2 choix. Soit on va dans le sens de la vie, soit on choisit les pensées mortifères, la toxicité. Euh, on a toujours ce choix, quel que soit le niveau d'éducation, quel que soit le niveau de richesse. Et en fait, c'est ça que je veux apporter aux gens. Écoute, voilà, là, tu as le choix. Et est-ce que tu ne penses pas que ça vaut la peine d'essayer le côté, en tout cas, constructif de la chose, tu vois. Et si je peux déclencher ça chez quelqu'un, enfin, contribuer, je suis contente. Après, le reste, ça va se faire sans moi ou avec moi, peu importe, tu vois. Tu vois le… Oui, je vois très très bien ce que tu veux dire. Si tu avais un message à envoyer au monde, Ah bah qu'est-ce c'est que c'est? le message que j'ai mis sur mon front quand j'ai été photographiée par PETA. Pardon, je n'ai pas le coronavirus. Parce que je tousse à chaque fois qu'on croise des gens dans la rue maintenant de la truc. Non, j'ai choisi le mot amour et d'ailleurs on avait un temps assez concis pour exprimer pourquoi on avait choisi ce mot. Mais bon, j'ai dit que oui, après le double cancer du sein, bien sûr que dans le temps qui me reste à vivre, même si évidemment, heureusement, j'estime que je suis guérie parce que j'ai passé maintenant tous ces traitements, mais que j'ai été confrontée à la mort, tu vois, à l'idée de la mort, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je ferais le temps qui me reste à vivre? Ce serait d'aimer. Mais avant même d'avoir ce double cancer, c'était Et aimer, c'était déjà quelque chose que j'avais à cœur. Mais aimer, ça ne veut pas dire se soumettre, par exemple, à tous les desiderata des gens qu'on aime. Des fois, les gens qu'on aime, on doit prendre des distances parce que peut-être ce n'est pas nous qui allons être qui sommes la bonne personne pour, comment dire, pour susciter cet espoir, par exemple. Moi, il y a des gens que j'ai aimés dans ma vie, je parle de copines ou d'amis, enfin bref, j'ai dû prendre des distances des fois parce que je sentais que dans la relation, j'avais pas de valeur ajoutée en fait. La personne aurait voulu que je continue d'avoir ce rôle, par exemple, d'accompagnatrice que je ne pouvais plus jouer parce que la mutualité n'aurait pas été Absolument. Oui. la même. Enfin, je ne sais pas si ça fait résonance chez les gens, mais je pense qu'aimer, on a des fois, on a notre propre définition d'aimer. Et au plus, c'est facile d'aimer quand on est aimé. Mais tu vois, par exemple, moi, dans le mariage, alors mon mari m'aime, mais c'est pas ça la question, mais dans le mariage, moi, j'ai appris énormément de choses sur la notion d'amour.
Parce que aimer, c'est pas juste le sentiment amoureux, machin. Et dans le business ou dans les amitiés, pareil. On est toujours rechallengé par les rencontres avec les uns, avec les autres. Euh, donc, aimer, c'est tout un apprentissage. Pour moi, c'est un travail. C'est clair. Juste, ah oui, alors je suis enthousiaste, je suis émue, et puis non. Aimer, c'est aussi un choix, c'est une décision. C'est pas si simple que ça, quoi. Et amour, comment tu relierais le mot amour et les affaires? Alors, bon, il ne faut pas faire de mélange de genre à deux balles. Et justement, moi, je suis une anti, je déteste la séduction. Je sais que des fois, de m'être positionnée comme ça, je me souviens, un gars, il était fâché, presque pas fâché, mais il n'a plus donné signe de vie après, quand j'ai dit que moi, dans les affaires, je n'aimais pas l'idée de la séduction. Parce que pour moi, mais même dans les relations normales, hein, il y a quelque chose de l'ordre dans la définition que j'ai de la séduction, d'une forme de manipulation pour atteindre ses buts à soi. Alors, on a tous des buts et des objectifs, c'est pas ça la question. Mais je préfère, si tu veux, pour le retourner d'une autre manière, me dire que je suis suffisamment ancrée dans mon identité, alignée avec qui je suis, dans mon être et dans mon faire, du point de vue professionnel, que pour que ça suscite l'envie et la joie pour certains de travailler et de collaborer avec moi, comme ça s'est passé très naturellement avec toi, Didier, où tout à coup, ben, ça s'est fait naturellement, plutôt que de me dire, ah mon Dieu, alors qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour convaincre Didier euh, et puis essayer même de survendre, de mentir. Enfin, ça, je déteste ça. Et d'ailleurs, même dans mes relations personnelles, voilà, j'aime pas ça. Donc, l'amour, je dirais que c'est plus aimer les gens m'aide certainement à être à leur écoute et à me dire quelle est la plus-value que je peux leur apporter, si c'est dans mes moyens, parce qu'il ne faut pas tomber dans la toute-puissance et se dire qu'on peut effectivement servir la Absolument. de nouveau. Mais si je peux apporter une plus-value et que l'autre personne est ouverte à ça et pense que c'est valuable dans les deux sens, ben on va trouver certainement un terrain d'entente. Ça peut être un partenariat, ça peut être du troc de compétences, ça peut être voilà, et en même temps aussi bah, mettre des limites. Moi, il y a des personnes avec qui je ne pourrais pas travailler, donc je préfère dire non, même si on me payait un million, quoi, parce que ça ne rentrera pas dans mes valeurs. Ou ce n'est pas la cible que j'ai non plus. Là, j'ai eu l'exemple d'une personne où je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de succès, mais je ne suis pas du tout convaincue que c'est la cible de public que moi j'ai dans mes mandats ou dans le cadre de mon travail en CDI. Donc, est-ce que ça a du sens? Je ne crois pas. Et comment tu vois l'évolution du monde? Ben, si tu veux, depuis 2007, quand j'étais au chômage et que j'ai décidé de construire le premier écosystème de façon consciente, mais je ne l'appelais pas écosystème, j'étais dans une démarche vraiment d'adresser le marché de cachet de l'emploi déjà à l'époque. Et puis ensuite, quand je suis rentrée dans la PME pour laquelle j'ai développé cet écosystème intergénérationnel, ben, c'était ma méthode, hein, c'est d'adresser le marché caché du coup des besoins sur lesquels cette entreprise pouvait être utile. Euh, je voyais déjà cette crise des subprimes comme quelque chose qui allait perdurer. Et je vois deux trucs différents. Il y a la bourse avec le système financier, euh, où il y a beaucoup de choses qui ont été injectées du point de vue financier pour essayer de maintenir le système financier tel qu'il fonctionne. Moi, personnellement, je n'investis pas en bourse parce que ce n'est pas du tout un système qui me parle, je ne suis pas en paix avec. Et puis après, il y a un autre système qui est connexe à ça, c'est évidemment l'économie réelle. Et là, avec la pandémie, on est touché de plein fouet, les commerçants, les indépendants, les chefs d'entreprise, peu importe qui. Et du coup, pour moi, l'agilité et l'adaptabilité des communautés, des écosystèmes, qui est en fait un principe, comme on l'a dit tout à l'heure dans notre formation, qui est régi, qui existe depuis très longtemps. Il y avait des tribus, il y en existe toujours quelques tribus dans le monde. Il y a un côté très symbiotique, pour reprendre un de tes termes, quand je vois à Bali un hôtel dans lequel on était qui collaborait avec le village d'à côté, c'est des choses qui sont ancestrales. Et si on peut les remettre au goût du jour avec justement ces moyens technologiques qu'on a aujourd'hui et allier le côté digital, c'est-à-dire online, et le côté présentiel avec l'offline,
et utiliser tout ça en bonne intelligence pour que les gens puissent trouver leur place dans des périodes où justement ils sont peut-être un peu perdus les uns et les autres, on peut contribuer, toi et moi, je pense, jusqu'à une certaine mesure tu vois, à faire entrer aussi les gens dans leur vocation, moi j'appelle ça vocation, dans leur appel, toi tu appelles ça ambition altruiste. Après, comme je dis toujours, on ne pourra pas sauver la terre entière. On peut semer des graines là où on est actif, mais on n'a pas de contrôle c'est ça aussi que j'aimerais vraiment insister là-dessus, parce que j'ai vu qu'avec les peurs, beaucoup de gens essayent d'avoir contrôle. On dit, Absolument. il va se passer ci, il va se passer ça. Donc, comment est-ce que je vois le monde? Moi, je suis ici et maintenant. Ici et maintenant, je peux faire quelque chose à ma propre mesure. C'est pour ça que beaucoup plus que la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale d'entreprise, même si à l'heure actuelle, les écosystèmes dans lesquels j'étais active et dans lesquels je suis active bénévolement sont orientés RSE, certes, mais je crois beaucoup plus à la responsabilité sociale individuelle, où justement chaque citoyen peut faire quelque chose à sa mesure, là où il est. Ça peut être une maman avec ses enfants, moi je suis pas maman, mais je me sens un peu maman dans ma fonction maternelle avec des gens de toute génération. Ça peut être une épouse vis-à-vis de son mari, un compagnon vis-à-vis de sa compagne, vis-à-vis de son fils. Je veux dire, ma mère, c'est pas du tout quelqu'un qui est dans la nouvelle technologie, mais elle m'a tellement apporté d'amour, d'écoute empathique, inconditionnelle, qu'aujourd'hui, euh, elle peut être contente, en guillemets, de voir qu'il y a cet amour qu'elle m'a donné, il se dissémine, il se démultiplie. Et elle a repris le travail, certes, quand papa s'est retrouvé à un moment donné au chômage en Belgique. Et chapeau, parce qu'elle avait déjà passé 50 ans, elle n'avait pas été infirmière pendant des années. Mais je veux dire, le fait qu'elle nous invite, le mercredi, c'était à l'école, on avait le club Dorothée, tout ça, elle disait, ah bah invitez vos potes ou vos amis pour la crêpe pendant le club Dorothée. Déjà là, c'était les prémices de ce que moi, après, j'ai envie de faire perdurer à ma sauce, tu vois. Donc, ma mère a été extrêmement, ça a été une mère au foyer, une épouse fidèle, aimante, qui était un vrai vis-à-vis, qui rentrait des fois aussi dans le cadre de mon père, mais ça a été un exemple pour moi. Puis après, j'ai ma personnalité avec un melting pot aussi d'autres figures paternelles et maternelles que j'ai rencontrées sur mon chemin. En termes de figures paternelles, il y a eu évidemment mon patron René, il y a eu Albert, il y a toujours d'ailleurs René Fell, il y a Albert Schott, il y a toi Didier pour beaucoup de choses où je trouve que tu as une manière très fluide, très moderne d'accueillir les uns et les autres dans leurs différences et dans leur complémentarité. Dans les femmes, j'ai eu une superviseuse pédagogique que je vois moins aujourd'hui parce que voilà, la vie fait que des fois on ne peut pas investir du temps de nouveau avec tout le monde tout le temps. Brigitte, qui était la fille de ce monsieur, je t'en avais parlé, dont on s'est inspiré pour la cage au rossignol, qui est devenue choriste, qui est une femme qui m'a beaucoup marquée au niveau accompagnement socio-pédagogique. Là, j'ai rencontré une série de femmes suite au double cancer du sein qui spontanément se sont tournées vers moi, elles se reconnaîtront, mais voilà, c'était super, quoi. Enfin, moi qui avais côtoyé énormément de gars dans le business, et je les salue aussi d'ailleurs les uns et les autres, mais ça m'a fait aussi plaisir de voir finalement il y avait des femmes qui me disent ah mais j'étais inspirée par ce que tu as dit, ce que tu vis, j'ai envie de te rencontrer, c'est cool, c'est génial. On va donc voir que tu as un pouvoir de résilience extraordinaire, de transformation, d'adaptabilité. Et puis, je pense qu'on va continuer donc à faire tous nos webinaires, nos formations en ligne ensemble pendant quelques temps. Et Ouais. tu vas pouvoir nous transmettre justement cette force que tu as, parce que je pense que beaucoup de gens ont besoin d'avoir des modèles. Et qu'aujourd'hui, tu nous parles beaucoup de tes parents et de ta maman, qui a été un modèle, et tu es en train de devenir un modèle, ou tu es déjà un modèle pour certains. Et je crois qu'effectivement, on doit diffuser ça au plus grand nombre Ouais. pour leur montrer qu'effectivement, on peut s'adapter, on peut traverser des épreuves, on peut vivre des choses difficiles, et on peut rebondir, et que ça se trouve, je vais reprendre tes mots, ça se trouve dans le cœur, ça se trouve dans l'amour, pour puiser sa force. Oui. Alors, plus que modèle ou le mot leader, mais j'ai beaucoup aimé ta définition, hein, que les leaders, c'est Ce ceux sont qui… des gens qui trouvent les nouveaux chemins, Ça, absolument. j'aime bien cette expression-là. Mais plus que modèle, je pense que moi, ce que j'ai tout simplement envie, c'est qu'on puisse être dans la mutualité. C'est-à-dire que quand je parle avec un enfant, quand
quand je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est vrai, hein, je danse avec mon chat dans la cuisine. Quand je rencontre des gens à l'étranger qui j'ai vu au Sri Lanka, en Inde, aussi à Dubaï, beaucoup d'étrangers qui viennent travailler pendant des heures et des heures pour juste envoyer un peu d'argent à leur famille qui est restée au pays. Moi, ça me touche énormément, quoi, que chacun, en fait, se bat. Des fois, en fait, c'est ça. Il faut bien se dire qu'on a toujours l'impression qu'on se bat, pas toujours, mais souvent, on a l'impression qu'on se débat avec nos problèmes et que personne d'autre ne vit ça. Et non, on a tous des trucs qui nous arrivent dans la vie et qu'on doit dealer avec. Et c'est pas forcément les gens, ça j'aimerais insister, qui sourient le plus ou qui rient le plus ou qui ont été le plus épargnés. Moi, je pense que, de nouveau, il y a des gens qui ont eu des épreuves et qui, des fois, se protègent aussi. Ils sourient moins, mais ils se protègent. Moi, j'en connais parce qu'ils ont peur de ressouffrir. Et en fait, ne jugeons pas afin de ne pas être jugés soi-même, en fait, nous-mêmes. Je pense que vraiment, ça vaut la peine des fois d'aller un peu au-delà de la première image qu'on a. Et pour donner un exemple concret, moi, quand je suis arrivée en Suisse, à Genève, j'avais 18 ans, 21 ans, et je prenais ma petite mallette pour aller taper aux portes et trouver du boulot. À l'époque, tout ce qui était temporaire me fonctionnait assez bien. Et la première chose que, on était à Genève, il y a genre en 1997, et les gens me regardaient de haut en bas, certains, ils disaient, ah, celle-ci, elle doit être chinoise, ou je sais pas quoi, donc ils se disaient, elle va pas parler français, et puis bon, je parlais français, après je sortais mon passeport, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore fait ma carte d'identité, ou je sais pas quoi, et puis, et puis je donnais mon nom, qui est un bon nom de Versoix, de Genève, alors tout à coup, ils me regardaient comme ça, et je disais, bah oui, je suis suisse, j'ai un nom suisse, mais oui, je n'ai pas un faciès, en effet, suisse, mais c'est pas ça qui est important, en gros. Et en fait, je vous encourage à vous dire ça. On ne sait pas qui on croise dans la vie. Et s'il y a bien quelque chose que la vie m'a apprise, c'est que des fois on croit, on est dans une posture, on croit avoir tout compris, on pense que notre univers c'est le meilleur, c'est les meilleurs codes, la meilleure éducation, c'est la meilleure manière de fonctionner. Mais moi quand je bossais dans le CEGES, ça me faisait trop rire parce qu'il y avait des fois des quêtes, comme je les appellerais, du Kosovo ou autres, ou d'autres pays, puis eux aussi ils pensaient que pas dans leur gang, hein, mais dans leur bande, ils étaient les meilleurs. En fait, tout le monde croit ça, individuellement, par groupe. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que dans une crise qu'on vit comme actuellement, on voit l'autre dans son individualité et au-delà des images qu'on a. Alors, je n'ai pas dit d'aller faire confiance à tout le monde. Hein, ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Je dis juste, prenons le temps de connaître les gens des fois si on peut, dans certains projets professionnels et ou personnels. Et l'enjeu pour préserver cette joie, donc de Jean Giono, que ma joie demeure, c'est vraiment ça, c'est quand on est déçu, quand on est trahi, quand on est triste, quand on est en colère, de ne pas s'arrêter à ça, de passer, alors peut-être avec l'aide de quelqu'un qui va nous aider, nous accompagner, et de transcender ça et de se dire, il y a toujours une autre personne. Si une personne avec qui vous n'entendez pas là maintenant, par exemple, parce qu'elle vous a fait vraiment du mal, ben laissez-la où elle est et allez voir quelqu'un qui va vous apporter quelque chose de positif et à qui vous allez aussi être utile. Et vous verrez que, honnêtement, c'est une dynamique et la personne qui vous a peut-être fait du mal ou avec qui vous vous êtes traité, parce que peut-être c'est vous qui lui avez fait du mal, moi j'en sais rien, ou c'est les deux, peu importe. Bah, tout à coup, il y a peut-être un déclic dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas, peu importe. Mais ne nous cristallisons pas sur les peurs et les tristesses, parce que sinon, il y a une forme d'amertume qui peut nous ronger. Et du coup, on est à côté de nos choses. Parce qu'en fait, on n'est plus rempli de vie. Donc, si vous n'avez pas la vie et la paix, souvent, c'est qu'il y a quelque chose que soi-même on doit régler ou avec l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'on doit toujours aller régler nous non plus. Des fois, il faut laisser les gens reposer pour qu'eux viennent dans un second temps. Absolument. Ce serait quoi pour toi le mot d'espoir et le mot de la fin? Moi, en tout cas, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'amour en ce moment, parce que je vous dis, on est une période très, très difficile, hein, quand même complexe.
Mais en tout cas, moi, l'amour que je ressens dans mon cœur, je vous le partage. Merci infiniment, Muriel. Alors surtout, surtout ne change pas. Merci d'être là. Bye bye.